Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la critique littéraire, un genre menacé, on en parle avec notre invité, le fondateur de la revue Charles, le journaliste et critique littéraire Arnaud Vivian, auteur du Cantique de la critique, qui paraît aux éditions La Fabrique. Toujours controversée, gratuite pour les uns, impuissante pour les autres, la critique, ce deuxième cœur de la littérature, comme il la qualifie, voire comme il la gratifie, vaut, selon lui, la peine d'être sauvé, et ses auteurs avec. Bonjour Arnaud Vivian. Bonjour Olivia. Certains attendent Godot, nous on attend, vous le savez peut-être aujourd'hui, ce jeudi, le nom du nouveau prix Nobel de littérature. On devrait le connaître d'ici quelques minutes. L'Académie suédoise est en train de se mettre en ordre de bataille pour nous annoncer le nom de la nouvelle lauréate ou du nouveau lauréat du prix Nobel de littérature. L'occasion peut-être de comprendre quelle est la particularité de ce métier que vous exercez, critique littéraire en l'espèce, et vous l'êtes au masque et la plume chez nos confrères de France Inter. Entre autres, la véritable critique ne consiste pas à juger, mais à distinguer. Dites-vous, écrivez-vous. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous entendez par distinguer ? Ce sont des objets, les livres, les textes, et donc ils se présentent à nous d'une manière... on ne peut pas savoir. Avant de les avoir lus, on ne peut pas savoir ce que contiennent les livres. C'est ça la chose importante. Alors évidemment, je fais un métier où nous avons des modalités de lecture qui sont parfois différentes. Je veux dire, par exemple, dans ce métier, on dit qu'on regarde les livres. Personne ne regarde les livres, mais les critiques, si regarder un livre, ça veut dire sentir, flairer, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il peut contenir exactement. Puis à un moment, on plonge et on le lit. Et là, c'est la véritable lecture. Mais encore une fois, lire en critique, c'est pas lire comme pour son plaisir. C'est encore une autre modalité, une autre fonction de la lecture. Et donc, distinguer, c'est précisément dire les livres sont différents les uns des autres, les styles sont différents les uns des autres. C'est effectivement tout de suite décrire un paysage. La fonction de la critique, c'est de décrire un paysage littéraire au moment où on le voit. Alors je le disais, Arnaud Vivian, on attend le nom du nouveau prix Nobel de littérature après l'annulation du prix en 2018 à cause du scandale sexuel qui avait secoué l'Académie, la remise du prix un an après à la Polonaise Olga Tokarczuk, en même temps qu'à l'Autrichien Peter Handke en 2019, puis à l'Américaine Louise Gluck, c'était l'an passé, en 2020, qui pour lui succéder cette année. Nous verrons comment le jury a tranché, quel sera le choix qu'il a fait, et puis peut-être aussi ce qui a pu l'amener à faire ce choix, parce qu'il y a quand même toujours des raisons, des raisons dans une sélection, des raisons aussi plus ou moins bonnes dans une critique. La véritable critique, vous le dites, n'est pas de juger mais de distinguer. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, le critique littéraire, le travail du critique de celui du juré d'un prix littéraire? Les prix littéraires sont la continuation de la critique par d'autres moyens. Ils distinguent ou ils consacrent les prix? Ils consacrent, évidemment, mais encore une fois, c'est une autre manière de lire, finalement, que de donner un prix à un livre. Et évidemment, vous avez des raisons, mais comme dans la critique, il y a des motifs politiques, il y a des motifs géopolitiques. La géopolitique est extrêmement importante dans le prix Nobel. Allez, on va écouter la voix du porte-parole de l'Académie suédoise pour entendre le nom du ou de la lauréate du prix Nobel de littérature cette année. Let me extend a warm welcome to the Swedish Academy. The Academy has just convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Je précise qu'en général, la première annonce se fait en suédois et en anglais ensuite. Nous allons voir. Romanförfattaren Abdulrazak Gurna, född på Zanzibar och verksam i England, för att kompromisslöst och med stor medkänsla har genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter. The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurna, born in Zanzibar, active in England, for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents. Jag har just kunnat tala med Abdulrazak på telefon. Han hade precis kommit in i köket. Vi har börjat
tala om praktiska ting, för allting är komplicerat också detta år. Voilà le nom du nouveau lauréat du prix Nobel de littérature 2021 vient d'être annoncé et pour une fois encore, l'Académie semble avoir déjoué tous les pronostics qui donnaient le japonais Haruki Murakami ou encore le syrien Adonis en avant, ou alors les nord-américaines Joyce Carol Oates et Margaret Atwood, ou les françaises Hélène Cixous et Annie Ernaux. C'est un Tanzanien, un écrivain tanzanien qui vient d'obtenir cette année le prix Nobel de littérature, Abdulrazak Gurnah, est désormais le prix Nobel de littérature 2021. Vous le connaissez, vous l'avez lu, Arnaud Vivian? Je ne le connais pas personnellement, non, et je ne crois pas l'avoir lu non plus, enfin je suis même sûr de ne pas l'avoir lu. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il s'agit bien de géopolitique et évidemment aussi de politique. C'est un écrivain, si j'ai bien compris. Au moins, je ne parle pas le suédois, mais j'ai compris le mot colonialisme, qui visiblement est à peu près le même en suédois et en français et en anglais. Donc je sens que c'est un thème important. Et c'est évident que dans notre période là où on essaye de revoir l'histoire de la colonisation, on comprend la logique du prix Nobel là. Voilà, ce sont effectivement les mots de l'Académie suédoise concernant ce choix de Abdulrazak Gurnah de mettre en avant une plume qui s'intéresse de près aux questions, aux effets de la colonisation et au sort aussi des réfugiés dans une époque particulièrement troublée, concernée aussi par ces questions. On va y revenir, on va vous en parler un peu plus longuement de ce nouveau lauréat du prix Nobel de littérature 2021 tel qu'il vient d'être annoncé, peut-être comprendre un peu mieux aussi le but de cette œuvre et ses effets. Avec vous, Arnaud Vivian, on s'intéresse aujourd'hui au rôle de la critique. Qu'est-ce qu'une bonne critique? Et qu'est-ce qu'un bon critique? On entend dire beaucoup de mal souvent sur les critiques littéraires. C'est vrai qu'ils peuvent faire de la peine par leurs plumes ou par leurs mots saillants, ciselés. On vous entend régulièrement au Masque et la Plume prendre parti sur des objets culturels, des livres qui ont pu vous plaire ou vous déplaire. Est-ce que c'est un faux procès qu'on fait aux critiques de dire qu'ils sont souvent des écrivains ratés? Vous ouvrez-vous ce cantique de la critique par ces mots? La moindre définition du critique littéraire est qu'il est cet écrivain qui aime écrire et surtout lire la critique. Oui, c'est un corps de métier, la critique. On n'est pas le critique, ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est la critique, c'est-à-dire le cœur discursif, constructif, mais aussi parfois négatif, car il faut qu'il y ait du négatif dans la critique, que composent les différents critiques. Et vous avez raison de dire partie, et c'est bien ça, je pense, le problème théorique de fond que rencontre aujourd'hui la critique française. C'est que la République des partis n'existe plus. Vous entendez ça tous les jours, dire il n'y a plus de partis politiques. Je veux dire, ça ne fonctionne plus comme ça, ni droite, ni gauche, etc. Or, si vous voulez, la démocratie libérale, c'est celle qui a vu naître l'idée de la critique avec l'idée du journal, le journal né au début du 19e siècle. La démocratie, elle aussi, née durant ce siècle. Et le roman, dont Jacques Rancière disait qu'il était le genre même de la démocratie, né aussi au début du 19e siècle. Et tout ça se construit ensemble pour arriver à une sorte d'apogée qui est la loi sur la liberté d'expression en 1881 qui gouverne encore aujourd'hui la presse telle qu'on la connaît. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça se perd, ça, si vous voulez. L'idéologie se perd, donc dans la critique même, quelque chose se perd, parce que autrefois, quand vous écoutez le masque et la plume des années 70, il y avait de l'idéologie. Il n'y avait même que de l'idéologie dans le jugement critique. Plus aujourd'hui. Beaucoup moins en fait, parce qu'il y a beaucoup moins d'idéologie. Donc du coup, si vous voulez, c'est plus difficile à mon avis, à mon sens, d'être critique. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'est la première chose, c'est d'admirer, et c'est très difficile d'admirer. Alors on va écouter un extrait du Masque et la Plume. C'était une édition cinéma ce jour-là. On est en 1969, date et jour de sortie du film Le Cerveau de Gérard Houry, avec une sacrée prise de bec entre les critiques ce jour-là, entre Georges Charançon et Jean-Louis Bory. Vous n'y êtes pas sensible. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Moi, j'aime les films qui ont 1 million d'entrées quand ils sont bons.
Or, celui-là est un film qui n'est pas Non, mauvais. il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Le cerveau aura beaucoup de succès. On s'en fout. Et je m'en fous comme vous. Mais il est tout de même important de dire aux millions d'auditeurs de Paris Inter, et non pas Vous avez aux tort 500, d'aller voir Ouri. non pas 500 personnes Non, qui là, sont dans là, cette ça, c'est salle. du terrorisme intellectuel. Il faut leur dire, vous pouvez aller... Ce film a eu la publicité la plus prodigieuse qui ait oui, jamais mais qu'est-ce existé. que ça peut Il vous faut avoir au faire moins le courage de le dire ici, qu'il y ait quand même quelqu'un qui a le courage de dire que ce film n'est pas un grand film, nom de Dieu. Vous faites de la démagogie. Vous n'avez C'est pas vrai. un sujet. Vous faites de la Mais je ne démagogie. fais pas de la démagogie du tout. Vous n'avez pas un sujet comprends un film pas. sur la C'est une publicité. question d'honnêteté, c'est tout. Je me borne simplement à dire que ce film aura du succès et le mérite parce qu'on s'amuse beaucoup. Le cerveau de Gérard Houry représente exactement le cinéma que je hais et contre lequel je lutterai de toutes mes forces tout le temps. Bravo. Voilà, Oui, mais exactement. alors- Et je me fous de la démagogie. Voilà, alors la férocité des critiques n'est pas nouvelle, en tout cas. La violence des échanges en milieu tempéré était déjà présente en 1969. Ça se passe pas comme ça aujourd'hui, dans Non, un c'est quand studio, même sur un beaucoup plus plateau, calme, du masque et la plume. De toute évidence, c'est beaucoup plus calme, même si ça nous arrive parfois de nous confronter, pas violemment, mais là, ce qui est très intéressant dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est que, alors c'est le contexte, 1969, et se pose une question qui va durer, à mon avis, jusque dans les années 80, et après s'affaiblir, c'est la distinction entre ce qu'on appelait autrefois culture haute et culture basse. Et donc, ça s'est résolu, hein, je dirais, Serge Danet, qui sera critique de cinéma dans les années 80 à Libération, a beaucoup traité cette question-là en disant qu'elle n'avait pas de sens finalement. Mais qu'en revanche, ce qui avait un sens, c'est des films critiquables et d'autres qui sont incritiquables. Parce que finalement... Il ne mérite relèvent... même pas d'être critiqué. Oui, Le Cerveau, c'est un film incritiquable parce qu'il relève d'un consensus social. Ça n'a rien à voir, contrairement à ce que disait Charançol, et là je pense qu'il a tort, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens vont rire, c'est qu'il y a vraiment un consensus social qui se forme autour d'un objet culturel à un moment contre lequel la critique ne peut rien. Elle peut dire quelque chose, mais on ne l'entend pas et ça n'a aucun effet. Donc, mais ce Ça veut dire que la dilemme... critique ne peut rien, c'est intéressant. La critique doit pouvoir quelque chose. Si vous voulez, ce qu'elle doit pouvoir faire, c'est de dire, là, il y a quelque chose de nouveau. Donc forcément d'un peu dérangeant. On n'a pas l'habitude, c'est nouveau. Moi, vous voyez, tout le monde parle de Maria Pourchet, là, depuis cette rentrée littéraire. Son roman Feu, paru chez Fayard. Voilà, ça fait, moi, 2 ou 3 ans que je parle de Maria Pourchet, parce que je voyais quelqu'un... Vous l'avez aimé parce qu'ici, on l'a adoré à la Grande Table, ce moi, roman. J'adore Maria Pourchet, c'est-à-dire que son travail, le précédent chez Gallimard était magnifique aussi. Et donc, voilà, mais quelqu'un de nouveau arrive avec une nouvelle manière d'écrire, nouvelle manière aussi donc d'écrire, mais c'est-à-dire de penser, hein, soyons clairs. Je ne pense pas qu'il y ait une manière d'écrire en soi, et c'est une manière d'écrire qui est une manière de penser. Et elle arrive, et donc moi, mon travail, c'est avant tout de faire ça, de dire le nouveau a besoin d'amis. C'est ce qu'on dit dans le film Ratatouille que j'analyse dans mon livre, puisque c'est la dernière représentation spectaculaire du rôle du critique. Alors c'est un critique gastronomique évidemment dans Ratatouille, mais Ratatouille, il y a c'est ce film d'animation avec ce petit rat qui est le héros. Hein. Oui, ouais. Et il y a ce long passage qui se termine par cette phrase que je trouve sublime, qu'on devrait enseigner dans les écoles. Le nouveau a besoin d'amis. Le nouveau a besoin d'amis et le critique littéraire il peut défricher, il peut même, faire émerger. Même le nouveau tanzanien a besoin d'amis. Il a besoin de beaucoup d'amis. On va tenter de l'épauler et de l'entourer d'ici la fin de cette émission et de vous en parler un peu plus. Le nouveau tanzanien, nouveau prix Nobel de littérature 2021, Abdul Razak Gurnah. Arnaud Vivian, c'est intéressant ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure. C'était avant. Vous disiez c'était avant. Il y avait la critique du haut ou la littérature du haut et la critique et la littérature du bas. Pourtant, et vous parliez de cette république dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette république des partis, mais aussi cette république des lettres qui a ses propres clivages. Est-ce que ça a disparu, selon vous, ou est-ce que ça reste très présent, cette idée d'une élite que la critique incarnerait, d'une élite littéraire, et est-ce que les critiques ne sont pas victimes de ça, de cet anti-élitisme, de ce fossé entre le peuple et les élites? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais la première, je pense, c'est que la critique ne fait pas partie de l'élite. Déjà, d'un point de vue économique, elle ne fait pas partie de l'élite. Ce n'est pas un métier, vraiment, on peut s'enrichir. Donc, je ne crois pas que les choses se posent comme ça. Mais ce qu'on observe, en fait, si vous voulez, c'est depuis le début de notre siècle, depuis 20 ans,
il y a un phénomène qui est la démocratisation de l'écriture. On avait eu la démocratisation de la lecture dans les années 70, les années 60-70, et là maintenant on a la démocratisation de l'écriture. Tout le monde écrit. Je pense que, je veux dire, dans 50 ans, mettons, chacun d'entre nous, chacun aura écrit son livre. C'est comme ça, c'est une nouvelle manière d'être au monde que d'écrire un livre, et c'est possible. Et si vous voulez, ça pose pas mal de questions, et notamment à la critique. C'est que cette démocratisation de l'écriture renforce aussi quelque chose d'aristocratique, c'est qu'il y a ceux qui sont les véritables écrivains. C'est pour ça qu'on dit toujours un vrai écrivain. Hein, vous voyez, comme il faut rajouter l'adjectif vrai pour savoir de quoi on parle. Et donc ça, c'est l'aristocratie de l'écriture, de la littérature, qui, elle, compose un monde, c'est-à-dire qui vit à plein temps de son travail d'écrivain, contrairement aux autres, car en fait, ceux qui écrivent un livre, ceux que Jean Paulhan appelait les écrivains du dimanche, qu'il voulait d'ailleurs publier en un seul exemplaire, tous les manuscrits refusés par Gallimard, il voulait les publier en un seul exemplaire, qui aurait été donc assez volumineux, mais qu'il aurait appelé les écrivains du dimanche, en disant ce livre serait juste passionnant, car on voit mieux finalement le monde à travers quelqu'un qui n'est pas écrivain, je veux dire, qui ne met pas son moi en avant, ses idées en avant. Évidemment, il y avait de l'ironie, beaucoup d'ironie chez Jean Paulhan, mais il y a quelque chose là qu'on retrouve aujourd'hui. Et je trouve que, si vous voulez, la littérature, on peut pas l'essentialiser. Elle n'a jamais cessé de se transformer, disons, pour pas remonter au calendrier grec, c'est vraiment le moment de le dire, depuis le début du 19e siècle, elle a évolué en termes économiques, en termes politiques, en termes d'audience, et la vie même la change. Paul Valéry raconte que l'invention du tramway, des moyens de transport au début du XXe siècle, fait que les gens lisent dans les transports. Lui, il est effaré, Paul Valéry. Pour lui, lire, c'est dans son lit, dans sa chambre, au calme. Et il dit, ça va transformer la littérature. Le roman policier vient du chemin de fer, en réalité. Vous comprenez, donc la littérature, elle est changée par le monde, plus qu'elle ne change le monde, à mon avis. Et par ailleurs, elle change la critique du coup, parce que comme la littérature change, la critique est un peu sa servante. Hein, c'est un peu la servante écarlate de la littérature, la critique. Eh bien, elle est obligée de se transformer, elle aussi. Donc, on est là dans une époque où la critique se transforme, puisque la littérature s'est transformée. Donc, il y a aussi une littérature populaire qui mérite d'être lue aujourd'hui, voire d'être consacrée. Quand le dernier roman d'Anna Gavalda arrive entre vos mains de critiques, qu'est-ce que vous vous dites, par exemple, ou celui de Marc Lévy ? Alors, déjà, pour moi, il y a un monde entre Anna Gavalda et Marc Lévy. Là, oui, vous me demandiez qu'est-ce que c'est que distinguer. C'est exactement ça. C'est de dire il y a un monde entre Anna Gavalda et Marc Lévy. Anna Gavalda est un écrivain populaire que je respecte infiniment. Et je dis dans mon livre qu'elle est la première à avoir écrit un roman populaire LGBT. C'est-à-dire des écrivains qui sont lus et des écrivains qui vendent et donc qui sont lus. Oui, parfois aussi. Les deux. Moi, j'aime beaucoup Michel Houellebecq, je ne m'en suis jamais caché, quelles que soient ses opinions politiques d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Là encore, moi, je ne fais pas d'amalgame entre les opinions politiques d'un auteur et ses livres. Et donc, Michel Houellebecq, il vend et il est lu. Et il est lu par l'université. Alors, certes, pas française, qui vraiment ne veut pas en entendre parler, mais enfin, toutes les universités allemandes, italiennes, américaines s'occupent de Michel Houellebecq. Alors, Michel Houellebecq, c'est un vrai écrivain. C'est un écrivain. C'est un écrivain de métier. Oui, ça veut rien dire cet adjectif vrai. Oui, j'ai bien compris. Mais il n'y a pas de faux écrivains, si vous voulez. C'est pour ça que cet adjectif n'a pas de sens. C'est que à partir du moment où vous publiez un livre, c'est pas que vous êtes écrivain, mais vous avez écrit un livre. Donc voilà. Est-ce que l'adjectif bonne a un sens rattaché à la critique ? Qu'est-ce que c'est une bonne critique pour vous, Arnaud Vivian ? C'est celle qui décrit. Vous savez, c'est du journalisme. Qu'est-ce que c'est qu'un bon papier sur le sport, j'ai un compte rendu de match de foot. C'est quelqu'un qui vous le raconte bien. Si un journaliste est envoyé à Davos pour suivre les riches parler entre eux, eh bien, vous avez envie de lire un bon papier qui vous raconte bien les choses avant de les juger. Donc déjà, une bonne critique, c'est une critique qui rend compte de l'objet du livre dont elle parle, honnêtement, objectivement, et puis après, peut-être subjectivement.
Et alors, un bon critique, ce serait celui qui a lu les livres pour pouvoir en juger, pour pouvoir les distinguer. Or, il y a un autre cliché du critique, c'est que les critiques ne lisent pas les livres. On va écouter Jean-François Bayard à ce sujet. Je crois que tous ceux qui ont affaire aux livres en professionnel, que ce soit les journalistes, les critiques, les libraires, les enseignants, savent bien qu'à un moment ou à un autre de leur vie, il leur arrivera de parler d'un livre qu'ils n'ont pas lu. Mais même quand ils l'ont lu, qu'est-ce que ça veut dire l'avoir lu ? Est-ce que l'avoir lu, c'est l'avoir lu de la première ligne à la dernière ligne, en la notant ? Même pour des livres que nous pensons avoir lus, il se produit toute une série de processus qui conduisent à dire, quand on travaille sérieusement sur la lecture, que ça n'est pas si sûr que ça. De surcroît, est-ce que c'est indispensable ? Que nous soyons capables de lire de la première à la dernière ligne, comme l'école le transmet, je crois que c'est important, il faut savoir le faire. Mais il y a aussi d'autres manières de lire ou de non lire, que nous autres nous connaissons dans le milieu culturel, d'autres manières de parcourir les livres, d'autres manières de se promener dans les livres et entre les livres dans les rayons des bibliothèques, réelles ou virtuelles. De ce fait, parler des livres que l'on n'a pas lus, c'est une activité courante, constante, inévitable, autant le faire bien. C'est Pierre Bayard, j'ai dit Jean-François, pardon, Pierre, pas le politologue, Pierre Bayard, l'auteur de Comment parler des livres que l'on n'a pas lus à ce sujet. Assez longuement dans mon livre, je consacre un chapitre à ce livre, qui est un livre très intéressant, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, mais qui n'a jamais été réellement discuté sur le fond. Ce que j'observe, si vous voulez, quand j'ai écrit ce livre, c'était au moment du confinement, évidemment, et donc il y a eu à ce moment-là quelque chose de très important qui a été le rapport quinquennal sur les pratiques culturelles des Français, qui est sorti donc en avril 2020, et qui est vraiment une somme, et où les auteurs constataient de manière irrémédiable la perte, encore une fois, de lecteurs et de lectrices, y compris chez les personnes âgées, alors qu'on pouvait imaginer que c'était encore un socle. Eh bien, plus du tout. Alors pourquoi ? Parce que l'économie de l'attention est là, que d'autres choses se sont présentées à nous, notamment les séries télévisées qui sont très chronophages, et donc et on voit bien la littérature essayer de courir après le succès des séries télévisées en proposant elle-même sous la forme de livres. Donc il y a une concurrence. Mais comment se fait-il que les gens achètent des livres alors que la pratique de la lecture est en perpétuelle diminution ? C'est ce paradoxe que personne ne veut voir et comprendre. Donc l'idée, c'est quand même que des gens achètent des livres et ne les lisent pas. Et j'ai cette phrase dans mon livre, je dis, on n'achète pas un livre, on achète le temps de le lire. C'est que ça prend énormément de temps de lire ces livres. Alors comment vous faites-vous, le critique, face à cette surproduction de livres, de bouquins ? Comment vous vous en sortez pour lire les livres que vous allez critiquer ? Et déjà, encore une fois, comment ça se passe ? D'abord, moi, je suis contre ce terme de surproduction. Je ne pense pas qu'il y ait surproduction. On peut pas, ou alors on accepte vraiment totalement un devenir industriel de la littérature pour parler ainsi. Oui, c'est des mots qui relèvent de l'industrie, la surproduction. Donc plus de 500 livres dans une rentrée littéraire, ça vous paraît normal. Normal. Et même un bon signe. Imaginez qu'il y en ait 50. On se dirait quoi ? On dirait qu'il y a un problème. Donc non, le problème n'est pas dans la surproduction. Après, comment fait-on ? Ça, c'est toujours mystérieux. Les gens disent, mais vous n'allez pas lire 500 livres. Évidemment, si j'en lis un dixième de la rentrée littéraire, je veux dire 40, 50, c'est ce qui va arriver. Je veux dire, au mois de novembre, j'en ai lu même peut-être plus près d'une centaine que de 50. Oui, c'est pas si mal, mais sérieusement. Mais le truc, c'est qu'aussi, la critique est un intellectuel collectif. C'est-à-dire qu'on se parle entre nous. On dit, t'as lu ça ? T'as trouvé ça comment ? Non, c'est nul. Bon, je laisse tomber. Je passe à autre chose. Et les prix littéraires servent encore à alimenter cette discussion. La rentrée littéraire, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Sinon, on aurait arrêté tout. Voyez, mais les livres se vendent à cette époque-là. Voilà, c'est cette idée aussi du cœur discursif que vous évoquez. Tout le monde aujourd'hui donne son avis sur tout, et c'est aussi de cela que souffre la critique. C'est cette culture du bon point qu'on peut retrouver plutôt que du débat, de la discussion. On va écouter les mots cette fois encore d'un réalisateur, c'est Xavier Giannoli. Il était l'invité du Masque et la Plume. Il y a quelque chose d'inquiétant aujourd'hui, vous savez, c'est quand on va sur un site, par exemple, comme Allociné, où on a toutes les étoiles, on a l'impression qu'on vous remet votre bulletin. Oui. Vous savez, parce que là, vous débattez. Et puis surtout, les auditeurs vous connaissent.
Ils ont écouté les autres émissions, donc ils savent que vous avez des goûts, une sensibilité particulière. Les auditeurs sont des auditeurs particulièrement attentifs à ce qui peut se dire. Mais le débat est très important, justement par rapport à quelque chose aujourd'hui qui peut être un résumé, où moi ça me choque vachement l'idée de voilà, il y a une majorité de 4 étoiles. Là, vous, au moins, vous vous engueulez, vous parlez, vous avez des arguments, et puis c'est souvent drôle. Et puis souvent, vous êtes parfois à côté de la plaque, donc... Donc ça nous aide à respirer, voilà. Voilà, ça nous aide à respirer, dit à l'instant Xavier Janoli dans cet autre extrait du Masque et la Plume, la critique qui ne doit pas distribuer des points, cette idée d'un échange d'arguments, d'un débat, c'est ça qui fait avancer aussi. Hein. Ah oui, totalement. C'est l'essentiel, c'est-à-dire que notre rôle à la critique, c'est de faire en sorte que la littérature, parce que je suis critique littéraire, mais ça vaut aussi évidemment pour le cinéma, demeure dans la sphère sociale, qu'elle ne soit pas considérée, mettons, comme on considère aujourd'hui, par exemple, l'art contemporain, vous voyez, qui est en train de quitter la sphère sociale pour aller vers la sphère des élites et devenir quelque chose de ténébreux pour le grand public. Donc, il ne faudrait pas que la littérature devienne ça, ce que j'appelle moi, enfin ce que d'autres ont appelé avant moi, un colifiché pour classe oisive. Et donc, pour ça, il faut qu'on en parle socialement, à la radio, à la télévision, dans la presse, sans penser que c'est quelque chose d'étrange que des gens écrivent des livres. Oui, et c'est aussi une des critiques qui est régulièrement faite aux critiques et à la critique ciné, littéraire, Arnaud Vivian. C'est cette idée un peu d'entre-soi qu'on retrouve dans des émissions de critique. Or, justement, ce que vous dites, c'est que le critique doit à la fois se mettre à la place du lecteur potentiel, il a quand même un pouvoir prescripteur et puis un pouvoir du coup de saboter aussi certaines œuvres culturelles. Mais il doit aussi se mettre à la place de l'écrivain. Vous avez cette jolie formule, lire pour le critique, c'est toujours regarder quelqu'un écrire. Et c'est vrai qu'on peut, parfois quand on ouvre un livre, s'imaginer derrière la table de travail de l'écrivain, le voir lui inspirer, traverser, appliquer, laborieux. Cet engagement des auteurs devant leurs feuilles, à leur table de travail, est-ce qu'il est important pour vous aussi? Est-ce qu'il est peut-être pas un gage de qualité, mais en tout cas, est-ce qu'en vous projetant, en vous mettant à la place de l'écrivain, ça cisèle autrement votre critique? Bien sûr. Encore une fois, c'est un métier à la fois critique, mais aussi écrivain. Ce n'est pas une profession, en revanche, mais c'est un métier. Donc, personnellement, j'écris des livres aussi, et je pense qu'un critique doit écrire des livres pour comprendre ce que c'est qu'écrire. Et à partir de là, pouvoir se projeter dans l'écriture des autres, comprendre comment ils ont fait ce livre, comment ils l'ont fabriqué, parce qu'il y a de la fabrique aussi dans la littérature. Et donc, ces opérations-là, elles sont là justement pour contrôler que la littérature reste encore littéraire, comme disait Pierre Michon, c'est qu'elle obéit quand même à un certain nombre de règles. Qui sont ? Bien, écoutez, déjà, le rapport à la langue. La langue, les mots ont un sens. Et il est fixé par le dictionnaire, et il est surtout fixé par la littérature, puisque dans le dictionnaire, ce que vous trouvez, en France en tout cas, dans d'autres pays c'est différent, mais en France, vous trouvez des citations d'écrivains pour illustrer la définition d'un mot. Donc, par exemple, si vous voulez, la différence entre la littérature et la politique, c'est qu'en politique, on essaye de changer le sens des mots. On essaye de faire glisser, par exemple, égalité vers équité. Mais lorsque vous êtes écrivain, vous savez qu'égalité et équité, ce n'est pas la même chose. Qui veut la peau aujourd'hui des critiques littéraires et de la critique Arnaud Vivian? Et pourquoi alors? Parce que... Vous avez évoqué déjà cette fragmentation, cette balkanisation de la critique, comme vous le disiez, à travers ou à cause des réseaux sociaux. Le fait qu'aujourd'hui, la critique est partout et en même temps la critique est nulle part, que les réseaux Internet ont balkanisé la critique. Ils l'ont fragmentée. Ils l'ont aussi peut-être banalisée d'une certaine manière. Mais il y a, on n'a pas encore parlé de ça, le poids de l'édition aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que le critique est en situation de perte d'autonomie? Est-ce qu'on attend tellement de lui qu'il fasse vendre des livres et à contrario qu'il ne fasse pas couler un livre, qu'il a cette pression sur les épaules? Oui, alors cette question est complexe parce que dans les années 70, le critique était souvent aussi écrivain
et également éditeur. C'est qu'il avait les 3 pouvoirs. C'était un peu énorme, si vous voulez, et ça a donné quand même des choses un peu contre nature au niveau des prix littéraires notamment, et au niveau du prix Goncourt. On a un peu, Bernard Pivot a un peu nettoyé les écuries d'Augias en ce qui concerne le prix Goncourt, en interdisant par exemple que soit juré quelqu'un qui est éditeur. Mais bon, en même temps, un écrivain, évidemment, a un éditeur, donc est-ce que ça déplace vraiment le problème? Mais toutefois, voilà, il y avait quelque chose là qui se posait. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut être critique, c'est-à-dire, je vois des universitaires dire « je suis critique littéraire », je vois des libraires revendiquer aussi le rôle de critique, en tout cas de conseil. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le critique, contrairement au libraire, par exemple, doit s'occuper du négatif, ce que j'appelle le négatif, c'est-à-dire dire qu'un livre est mauvais. Le libraire ne peut pas. Je veux dire, il peut pas le faire tout simplement parce qu'il est commerçant. Et donc, et l'universitaire n'a pas le temps de s'occuper des mauvais livres. Il ne s'occupe que des bons en général. Il écrit sur les bons livres. Et donc, à partir de là, plus personne ne prend en charge la mauvaise critique, ce qu'on appelle l'éreintement, l'assassinat, voilà, toutes ces fonctions-là qui sont aussi celles de la critique. Eh bien, les autres ne veulent pas la prendre en charge. Et par conséquent, il faut que la critique demeure. Mais c'est intéressant ce que vous écrivez justement sur les libraires, sur le fait, vous le rappelez, qu'ils sont aussi des commerçants. Et qu'on glorifie parfois un peu trop le libraire par sa proximité avec le lecteur, aussi dans les territoires, qu'il peut se rapprocher des lecteurs. Mais c'est une critique qu'on a aussi fait aux journalistes, aux critiques littéraires, entre autres, d'être dans la promotion. Aujourd'hui, de ne plus savoir dire parfois du mal d'un livre quand il est raté, et de ne plus oser parce qu'il y a trop d'affinités dans ce petit monde qui est celui aujourd'hui de l'édition, des médias, du journalisme regroupé. On a avec nous Oriane Delacroix qui nous a rejoint. Bonjour. Et qui va nous dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le nouveau prix Nobel de littérature 2021. Il s'appelle Abdulrazak Gurnah. Est-ce qu'on en sait un peu plus? On en sait un tout petit peu plus. On sait en tout cas qu'en sacrant Abdulrazak Gurnah, le jury du prix Nobel a fait de nouveau un choix extrêmement politique, parce que c'est un auteur donc tanzanien né à Zanzibar en 1948. Et on se rappelle que le dernier prix Nobel attribué à un auteur du continent africain, c'était Coetzee en 2003, donc il y a presque 20 ans. Abdulrazak Gurnah est l'auteur d'une dizaine de romans, dont 3 seulement sont traduits en français. Paradis, paru en 99 aux éditions du Serpent à Plumes, Près de la mer en 2006 chez Galad et Adieu Zanzibar en 2009 chez Galad toujours. Donc si on peut lire Abdulrazak Gurnah en France, c'est notamment grâce au travail des petites maisons d'édition. Il avait été en 1994 le finaliste malchanceux du Booker Prize pour Paradis, et son œuvre travaille essentiellement les notions d'identité, de vengeance, de mémoire, et interroge la question des frontières et l'histoire coloniale. C'est une langue très riche qui rappelle les romans russes du XIXe siècle, à laquelle se mêle une introspection toujours autobiographique. Et donc pour finir juste sur les mots du prix Nobel, du jury du prix Nobel qui ont tenu à saluer, je cite, son étude sans compromis et avec compassion des effets du colonialisme et du sort des réfugiés dans le gouffre entre les cultures et les continents. On peut tout reprocher à la critique littéraire, sauf d'être littéraire. On avait avec nous aujourd'hui un homme qui aime les livres et qui aime la littérature et qui aime du coup la critique littéraire. C'était Arnaud Vivian et qui nous raconte dans ce cantique de la critique qui paraît aux éditions La Fabrique, la critique comme un art, la critique comme une pierre essentielle du débat démocratique. Merci beaucoup d'être venu ici nous en parler. Et on terminera avec les mots du prix Nobel de littérature. Il y a 7 ans, Patrick Modiano, c'était ce matin sur France Culture. Je vous invite à réécouter cet entretien. Mon travail principal, c'est supprimer, de faire des ratures. Quand on parle, on ne peut pas en faire. C'est pour ça que c'est difficile quelquefois de s'exprimer. Voilà pourquoi il y a aussi des critiques. Merci Oriane Delacroix d'être venue nous parler du nouveau prix Nobel de littérature 2021. Abdulrazak Gurnah, et merci à toute l'équipe. Demain, rendez-vous avec Lucille Como et la grande table critique.